Tendresse, c'est si rare dans un journal, mais c'est le jour où jamais Saint-Valentin nous le permet. Le patron des amoureux nous demande de le suivre dans la bourgade où il rôde depuis des siècles, Roquemort, près d'Avignon. Patrice Romden et Jean-François Georgetti n'ont pas résisté à la tentation. 6J Saint-Valentin version musée Grévin. Ce visage de cire, le culte zélé de l'homme l'a imaginé au fil du temps. Il repose près de ces reliques supposées contenues dans une boîte de fer blanc qu'il est hors de question d'ouvrir, on ne sait jamais si elle était vide. Car enfin, tant de villages assurent posséder la dépouille du martyr, mais lequel peut le jurer? Je ne pourrais pas jurer, ça irait très mal si un prêtre jurait, mais il est certain que ce sont des reliques d'un Saint-Valentin, puisqu'il y avait 17 chrétiens martyrisés, ils s'appelaient Valentin. Et celles-ci sont celles d'un prêtre romain qui a été exécuté le 14 février en l'an 270. Elles sont arrivées ici en 1863. 1863, le phylloxéra ronge la vigne. Par la simple présence de ces reliques dépêchées en urgence de Rome, Saint-Valentin repousse le mal. Depuis, les gosiers roquemorois vouent une reconnaissance éternelle aux faiseurs de miracles. L'événement se vit en marge du cortège officiel qui, une fois l'an, arrache les costumes d'époque à l'affection de la naphtaline. Alors, de partout, accourent les amoureux. Nous sommes amoureux. Extrêmement amoureux. À 80 ans, nous sommes amoureux encore. On pense au passé, il y a 44 ans qu'on est mariés, ça représente quand même quelque chose d'un peu fabuleux. C'est pas si c'est à Saint-Valentin qu'on va faire des trucs en plus. Roquemort exploite son filon, l'amour. N'oublions pas que la Saint-Valentin, création du lobby des fleuristes, obéit à des considérations mercantiles. Et cela, ici, chacun l'a bien saisi. Oui. Les Français ont le sens de la fête. C'est connu, les Anglais celui des contrastes. Ils ont célébré la Saint-Valentin d'une manière inédite. Côté cour, le prince Charles. Côté ville, le chômage. Valérie Fournier. Un billet doux, un mot d'amour destiné au Premier ministre John Major. Les députés travaillistes anglais n'ont rien perdu de leur humour à l'occasion de la Saint-Valentin, malgré la crise qui frappe leur pays. 3 millions de personnes voudraient aimer un travail. Comprenez, 3 millions de chômeurs. Le niveau du chômage est intolérable. Cela appauvrit les gens qui n'ont pas de travail, brise leur famille et jette les jeunes dans la rue. En fait, le pays est dans le plus incroyable désordre économique. Les réalités économiques de son pays semblaient bien loin des pensées du prince Charles hier en Virginie. Mais il fera également preuve d'humour devant les étudiants et les professeurs de son ancienne université. À cette époque, j'étais jeune et relativement inexpérimenté. L'amour et ses méandres, il ne connaissait pas encore. Lady Di non plus d'ailleurs. Comme la plupart d'entre vous ici. Décidément, dans l'adversité, les Anglais semblent être prêts à toutes les facéties. Le char français Leclerc a battu le char américain Abrams et le char britannique Challenger 2 dans la bataille économique qui les opposait dans le golfe Persique. Les Émirats arabes unis l'ont préféré à ses concurrents occidentaux, ils l'ont trouvé plus performant. Et comme les Émirats ont beaucoup d'argent, ils en achètent d'un coup d'un seul 436. Nicolas Vinclair. Pierre Jox a aujourd'hui d'excellentes raisons pour sourire. C'est un contrat en or qu'il a décroché à Abu Dhabi où se tenait ce week-end le plus important salon d'armement au Moyen-Orient. La partie était pourtant loin d'être gagnée il y a quelques semaines. La France devait en effet faire face à deux importants concurrents, les Anglais et les Américains. Ce matin, le ministre de la Défense des Émirats tranchait enfin. Les Émirats arabes unis ont décidé de se porter acquéreurs pour leurs forces armées de 436 chars Leclerc fabriqués en France par le Giat. 436 chars Leclerc, cela représente pas moins de 3,5 milliards de dollars, près de 20 milliards de nos francs. Un succès donc pour les constructeurs français de Giat Industrie, une nouvelle qui rassure les employés des usines de Tarbes et de Roanne. Le char Leclerc que vous voyez ici, c'est un monstre de 53 tonnes capable de rouler à plus de 70 km/h. Bourré d'électronique, il peut tirer en marche de jour comme de nuit. Son canon de 120 mm peut viser et atteindre avec une extrême précision 6 cibles en une seule minute. C'est donc une arme de guerre redoutablement meurtrière que les Français s'apprêtent à livrer dès la fin de l'année 1994.
Et puisque les bons comptes font les bons amis, les Émirats ont exigé de la France qu'elle réinvestisse 60% du montant du contrat dans des projets de développement économique. Un sacrifice très librement consenti par la France, qui espère bien supplanter ainsi définitivement ses concurrents anglais et américains. Un dimanche riche en petites phrases politiques, campagne électorale oblige, notre sélection du jour, un conseil acide de Jacques Barrot le modéré à François Mitterrand et une critique acerbe de Pierre Bérégovoy à l'intention de l'opposition. Écoutons d'abord le président du groupe centriste à l'Assemblée, invité aujourd'hui de l'heure de vérité. Ce que je souhaite, c'est que le président de la République lui-même, respectant l'esprit de la Constitution, se pose la question de savoir s'il doit renoncer, s'il doit reconsulter les Français d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il ne peut pas ne pas prendre acte d'une très forte volonté nouvelle du pays. Parce que c'est ça la Ve République, c'est que le président puise son pouvoir, son autorité, sa légitimité du peuple. Et que si ce peuple change d'avis, le président de la République ne peut pas ne pas en tenir compte. Vous auriez préféré qu'il y ait une élection présidentielle finalement à la fin du mois de mars? C'est préférable pour la France, c'est sûr. Et suivons maintenant à Nevers avec Jean-Yves Perrin, Pierre Bérégovoy qui accuse la droite de vouloir raser gratis. Ceux qui nous reprochaient en 81 et 82 certaines imprudences économiques et en particulier les dévaluations qui étaient la conséquence de l'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui sont prêts à faire bien pire que ce que nous avons fait en promettant qu'ils raseront gratis s'ils arrivent au pouvoir. Alors là, ils vont entraîner des désillusions et des déceptions dont le corps social ne se remettra pas si on devait les écouter. Bernard Kouchner a repris son bâton de pèlerin. Le ministre de la Santé et de l'Action humanitaire est reparti pour Sarajevo. Il va tenter de faciliter la distribution de l'aide alimentaire en Bosnie, une tâche difficile. On a le sentiment que les différentes factions serbes et bosniaques bloquent volontairement les convois et prennent en quelque sorte en otage la population. Florence Mavic. Parti la nuit dernière de Belgrade, ce convoi du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, n'aura pas été bien loin. Les 10 camions veulent ravitailler l'enclave de Cerska, dans la région de Zvornik, à l'est de la Bosnie. Des villages affamés sont isolés du reste du monde par les Serbes. Ces derniers ont arrêté le convoi, indiquant qu'on ne les avait pas prévenus à l'avance et que la région n'était pas sûre à cause des combats. Le convoi, escorté par des casques bleus, s'est replié dans la ville de Losnica, en Serbie. Une nouvelle tentative est prévue demain. Le porte-parole du HCR, José Maria Mendiluce, a expliqué que les Serbes avaient été mis au courant. Il a même rencontré aujourd'hui leur leader, Radovan Karadzic. Celui-ci a déclaré qu'il allait de l'intérêt serbe de laisser passer les convois, à condition que les combats s'arrêtent au passage des camions. Apparemment, ces paroles n'atteignent guère les combattants sur le terrain. L'arrêt du convoi humanitaire ne rend pas non plus espoir aux habitants de Sarajevo. Eux non plus ne sont pas ravitaillés. En effet, le conseil municipal bosniaque exige que les populations de l'est de la Bosnie soient secourues avant de reprendre la distribution. Chaque camp s'applique avec un soin maniaque à faire du problème bosniaque un nœud inextricable. La France essaie de démêler un fil. Bernard Kouchner tente de fléchir le président bosniaque Izetbegovic dans les salons lambrissés de la présidence. Dehors, les étals du marché sont vides. Ce matin, il fallait être sacrément optimiste pour espérer remplir son panier. Alors que l'aide est entreposée près de l'aéroport, les frigos restent désespérément vides. Élection présidentielle aujourd'hui en Lituanie, dans cette république balte de l'ex-Union soviétique. C'est la première fois depuis son retour à l'indépendance qu'un tel scrutin est organisé. La démocratie s'installe donc dans ce nouvel État. Et à qui pourrait-elle profiter? À l'ancien chef du Parti communiste lituanien, Algirdas Brazauskas. Il est favori, mais on ne connaîtra le résultat que demain matin. L'esprit de Khomeini souffle toujours sur Téhéran. Son successeur, l'ayatollah Khamenei, demande à la Grande-Bretagne de lui livrer Salman Rushdie. L'Iran ne pardonne donc toujours pas à l'écrivain d'avoir publié les versets sataniques et veut toujours l'exécuter. Véronique Tavo. La flèche avance vers sa cible et la frappera, tôt ou tard. Propos sans ambiguïté prononcés par le chef spirituel de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.
4 ans, jour pour jour, après la fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, condamnant à mort l'auteur des versets sataniques, la position de l'Iran n'a pas changé. La fatwa est irréversible et ne peut faire l'objet de négociations, dit-on, à Téhéran. Homme traqué vivant sous la protection permanente des services secrets britanniques, Salman Rushdie n'en a pas moins décidé depuis quelque temps de multiplier ses apparitions publiques malgré les risques. Il y a quelques jours, il confiait ses inquiétudes, sa peur. There's one way of answering the question, which is to say, you know, I'm fine. And most of the time, that's what I say, even to myself, because it's, you know, that's useful. But actually, it's been, you know, it's been hell. Le Bénin demande à la communauté internationale de bien vouloir l'aider. Le nombre de réfugiés togolais ne cesse en effet d'augmenter dans ce petit pays. Des réfugiés apeurés par la répression que le président togolais Eyadema exerce sur ses concitoyens. Reportage au Togo d'Éric Monnier et d'André Sora. Il faut chercher longtemps pour trouver des Togolais au travail aujourd'hui à Lomé. Et si ces pêcheurs bravent les consignes de grève générale lancées par l'opposition voilà déjà 13 semaines, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais il faut bien nourrir les grévistes, ceux qui n'ont trouvé que ce moyen pour s'opposer au général Eyadema. Que Eyadema démissionne, que le Togo soit calme. C'est ça. Si Eyadema ne veut pas démissionner, on ne veut pas travailler encore au Togo. À Bay, seuls les vendeurs à la sauvette n'ont pas plié leurs étalages. La pénurie, mais aussi la peur des représailles, a vidé ce quartier, l'un des plus favorables à l'opposition. Jean-Benoît, comme beaucoup d'autres, a mis toute sa famille à l'abri, au Ghana voisin. Lui continue la grève aussi longtemps qu'il le pourra. Il y a ça encore qui reste. En plus, ça, il y a encore certaines petits poissons frits qui pourront m'aider. Et ça, ça peut aller au moins 2 semaines. Quelques stations essence ont été réquisitionnées par les militaires. Mais la plupart, elles aussi restent fermées. Si voitures et cyclos continuent à rouler, c'est grâce au carburant acheté au Nigeria en contrebande. Grève aussi chez les éboueurs. Lomé se transforme peu à peu en une gigantesque décharge publique. À la gare, seuls 20% des trains assurent un service minimum. Là encore, ce sont des familles qui s'en vont, qui montent vers le nord, retournent au village. Ils fuient la capitale, paralysés par la grève, lassés d'avoir peur. C'est une désespoir totale. 3 enfants sauvés par un enfant à Voiron dans l'Isère. Sophie, 4 ans, François, 18 mois et Béatrice, 8 mois, risquaient de périr dans un appartement en feu. Sabrina, 12 ans, s'y trouvait aussi, mais elle a eu un bon réflexe. Christophe Tortora. Lorsqu'elle aura quitté son lit d'hôpital, Sabrina pourra le raconter à ses camarades de classe au cours d'une leçon de courage. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convecteur électrique provoque un incendie au 2e étage de cet immeuble de Voiron. Pour sauver 3 enfants, âgés de 8 mois, 18 mois et 4 ans, Sabrina les jette sur un matelas installé dans la rue par des voisins avant de sauter. S'il n'y aurait pas eu moi, ça aurait tout se passé. Puis s'il y aurait eu quelqu'un d'autre, je crois que moi aussi ils auraient fait ça. Comment? Il y avait trop de feu, alors ils m'ont fait sauter, et puis j'ai fait sauter les 3 gamins. Et les parents, pendant ce temps-là, ils étaient où? En bas, en train d'appeler au secours. Et moi, j'étais avec les 3 gamins en haut, toute seule. Et moi, je suis brûlée à l'épaule, aux mains et aux fesses. Sabrina devra rester plusieurs jours à l'hôpital de Voiron. Cherche-neige désespérément, le blanc n'apparaît en effet qu'au-dessus de 1800 mètres en Haute-Savoie. Au-dessous, c'est tout gris. Mais les stations de sport d'hiver ne veulent pas perdre leurs touristes pour autant. Alors elles inventent. Reportage de Renaud Fessaguet et Michel Levasseur. Cette année, la montagne sourit jaune, désespérément jaune. Pas de neige, trop de soleil, trop de douceur. Et pour la première fois, février risque d'être un rendez-vous manqué pour des milliers de skieurs. C'est surtout vrai en Haute-Savoie, dans les stations de moyenne altitude, au-dessous de 1600 mètres, comme ici à Megève. Les pistes se ferment donc avec résignation. Le surf devient incongru et interdit. Et par amour du ski, on s'habitue à louvoyer entre des plaques de terre sur des pentes verglacées. Première réaction un peu déçue, naturellement, parce que le champ de neige est splendide, mais beaucoup de pistes sont fermées. Déçu, mais il y a quand même du soleil. Ah oui, non, c'est la bonne chose, ça. Ouais. On se repose, on reste 3 quarts d'heure
sur une terrasse, ou même plutôt 1h30 d'ailleurs. Mais... Du coup, cette montagne-là commence à penser autrement, toute une révolution. À Megève, le ski n'est plus la seule et unique obsession et les responsables se décarcassent pour inventer d'autres plaisirs. Parapente, piscine, luge d'été, patinage, en attendant la préparation des tennis et du golf. Une incroyable panoplie qui laisse penser que la montagne l'hiver ressemble à s'y méprendre à la montagne l'été. Mais apparemment, cela ne gêne pas, c'est privilégié. Une fois qu'on est prévenu, c'est quand on n'est pas prévenu que c'est gênant. Une fois qu'on est prévenu, c'est pas grave. On fait du patin, on va aller à la piscine, au hammam, etc. Se promener, on a pris des bottes. On peut faire plein de choses ici. Du patin, il y a du patin. Non mais il y a vraiment beaucoup d'après-ski. Si les dieux de la montagne sont magnanimes, il devrait neiger dru dans la nuit de lundi à mardi prochain. Suffisamment en tout cas pour faire mentir ces images. Et si vous avez la chance de trouver quelques flocons et de pouvoir enfin skier, écoutez ces conseils de nos champions qui ont bien voulu clipper à la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les vacances sont commencées. Alors on va d'abord s'échauffer parce que moi je le fais pour les courses, alors je suppose que vous aussi il faut le faire. Allez pas tout de suite vous lancer sur une piste noire parce que même moi je le fais pas, alors vous, je vous le conseille pas. Moi, je m'informe. Si avec ça vous vous perdez, et vous êtes vraiment des blairs. Quand vous sortez d'un chalet d'altitude après un bon repas et que vous voyez la piste violette, c'est très mauvais signe. Vous êtes en plein délire. Piste fermée, faites pas les cons, n'y allez pas. C'est marqué. Ce que je vous conseille, c'est d'être bien sur l'avant des skis, avoir bien les bras devant et surtout ne pas être à l'arrière sur la défensive. Et à fond. Et avec ça, c'est sûr que ça va aller. Si vous voulez voir la moto de Laurence d'Arabie, la voiture de Rudolf Valentino ou celle de Rita Hayworth, allez au parc de Versailles. Le salon Rétro Mobile vous permettra de les admirer. N'espérez pas les acheter, les prix ont c'est vrai baissé, mais elles restent évidemment inaccessibles. Reportage de Pascal Doucet-Bon et Didier Rancoeur. La revanche des passionnés. Le ouf de soulagement est général au salon Rétromobile cette année. Adieu les spéculateurs et l'inflation qu'ils provoquaient. Il faisait du bien au portefeuille de vendeurs souvent passionnés, mais qui pourtant ne les regrettent pas tellement. Vous avez des clients qui arrivaient et qui disaient je prends ça, je prends ça, je prends ça, vous livrez à tel endroit. On n'avait même pas fait d'essai de voiture, on n'avait pas montré comment une voiture ancienne marchait. Bon, donc effectivement, ils achetaient ça comme un tableau qu'on met au coffre en attendant que ça rapporte peut-être d'argent un peu plus tard, ce qui n'a pas été le cas. Les spéculateurs n'avaient qu'un critère, la marque. Ferrari, Aston Martin, Maserati, peu importe le modèle du moment qu'ils rapportaient gros. Exemple, la Ferrari 250 GTO a vu son prix doubler en 2 ans, jusqu'à 60 millions de francs. Les voitures étaient devenues des placements plus rentables que l'immobilier, mais comme pour l'immobilier, la bulle spéculative s'est crevée, 50% de baisse et bon nombre de petits malins s'en sont mordus les doigts. Je pense qu'il y a des banques qui peuvent maintenant ouvrir des garages parce qu'il y a des gens qui ont prêté beaucoup d'argent et l'argent n'étant pas revenu dans les caisses, on a confisqué et gardé les automobiles. Et puis bien sûr, il y a celles qu'aucune spéculation ne touche parce qu'elles ne sont pas à vendre. Cette Cadillac est unique, carrossée par Ghia en 1953 pour son idole, Rita Hayworth. Légende mécanique pour personnage légendaire, cette Isotta Fraschini, commandée par Rudolf Valentino, il ne l'a jamais conduite, il est mort 2 jours avant la livraison. Laurence d'Arabie, lui, aimait trop sa Brooks Superior. Il s'est tué à son guidon. Voici le mythe remis en état et pour la première fois montré au public. Alors bon ou mauvais placement, finalement, peu importe. Qui dit légende dit rêve. Et le rêve, lui, a le grand mérite d'être à la fois inaccessible et gratuit. Le sable convient aux Belges. Ils ont pris les 2 premières places de l'enduro du Touquet, un nom barbare pour une course spectaculaire à moto. Laurent-Frédéric Bollet. L'enduro du Touquet, ce n'est pas qu'une histoire de sable et de dunes. Avant le départ, c'est d'abord cette impressionnante procession, 728 motos, qui rejoignent la plage pour s'élancer devant 300 000 spectateurs.
Un circuit de 16 km et demi à parcourir durant 3 heures, un mélange éprouvant entre la vitesse pure et des difficultés techniques où l'enlisement menace à chaque instant. Le fameux passage du Goulet est là pour le prouver. En tête pendant la majorité de l'épreuve, le Hollandais Van Ries abandonne dans le dernier tour en torse à la cheville. C'est alors le Belge Georges Jobé qui prend le commandement. Il reste 5 minutes de course, pas plus, et c'est alors la faute, l'accrochage, la chute. Georges Jobé qui perd à ce moment-là toutes ses chances. Malheureux Jobé et heureux Germain Delépine, un autre Belge, qui remporte finalement cette 18e édition de la Ronde du Touquet. À l'arrivée, Jobé a le visage marqué, mais il a réussi à conserver sa 2e place. Doublé belge donc, et doublé Honda. Premier français, David Oquier, 4e. Ils ont gagné contre l'Écosse, ils gagneront donc contre l'Irlande le 20 février prochain à Dublin. C'est la conviction des sélectionneurs français qui conservent la même équipe, Lafont, Saint-André, Sella, Canberra-Béraud et les autres. Il s'agit, vous l'avez compris, du 15 de France, qui jouera évidemment en direct sur France 2 samedi prochain. Costa Gavras, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir, l'auteur de Z, de l'aveu, de Missing, mais cette fois pour un nouveau film qui s'appelle La Petite Apocalypse. Alors un film sur l'ère du temps, mais vous rajoutez un mot, sur l'ère vicié. On va comprendre pourquoi après avoir regardé cet extrait de ce film avec Arditi, Dussolier et Bénichou. Alors, il nous attend au resto du Sénat. Pourquoi faire? Pour petit déjeuner causant business. Encore? Je crois que j'ai bien accroché. Bon, on y va, pince? Non, en bagnole, hein. Bon, tu lui as tout expliqué? Oh, j'ai pas pu beaucoup causer, là, je souffle. T'as vu sa protection rapprochée? Super efficace, non? En 68, il était responsable du service d'ordre chez nous. Impeccable. Même les flics nous applaudissaient quand on passait. Quand est-ce qu'Henri peut déposer les textes? Enfin, ce qui est traduit, bien sûr. Pas la peine. Le Polac n'est plus porteur. Les ex-opposants, les nouveaux dirigeants, tout le monde s'en tape. Enfin, Jeanne, il était plutôt dans l'opposition, mais plus tard, en vieillissant, par snobisme sans doute, il a retourné sa veste. Que faire d'un ancien communiste? Désespéré, en plus. Vraiment désespéré? Suicidaire. Cette nuit, il a tenté de se pendre tout en mettant le feu à son tabouret. Non, à mon tabouret. Il a mis le feu, vous, non? Absolument, absolument. C'est pourquoi nous avons pensé qu'une publication de son œuvre en français lui redonnerait peut-être goût à la vie. Il a quel âge? Oh, disons, comme nous. Oui. C'est fini pour lui. Il est cuit. Il se pendre. Alors on retrouve toujours vos obsessions, si j'ose dire, mais cette fois traitées avec humour. C'est l'histoire d'Anciens de mai 68, une histoire un petit peu bizarre, rocambolesque que vous nous racontez. Oh, c'est une sorte de vaudeville, hein. C'est un gros clin d'œil sur notre génération, celle qui a beaucoup espéré, et puis elle a passé à côté de beaucoup de choses, malheureusement. Alors des anciens donc de mai 68, anciens militants qui ont rêvé, qui sont très bien installés dans la vie. Grosse bagnole, bel appart, beau statut. Alors, ils trouvent un personnage qui pense qu'il est suicidaire. Alors, ils sont profondément convaincus qu'il est suicidaire. Alors, ils lui disent, pourquoi ton suicide va être perdu complètement, tu ne vas pas te suicider dans une chambre de bonne ou sous le métro, autant faire quelque chose de médiatique, et tous tes livres seront édités, tu deviendras un grand héros international parce qu'il va te suicider pour protester pour quelque chose. Alors, vous avez employé un mot-clé, on ne va pas raconter évidemment la fin de l'histoire, mais un mot-clé qui est le mot médiatique, parce que là, voilà, vous dénoncez quelquefois avec férocité un système. Oui, c'est ça. Je pense que les médias prennent une telle place dans notre vie, mais on ne le fait pas avec de la violence, on le fait avec beaucoup d'humour. Avec Jean-Claude Grimbert, on a voulu faire une sorte de sarcasme, de vaudeville sarcastique sur nos médias et la place qu'ils prennent dans notre vie. Alors jusqu'à présent, il y avait un grand repoussoir qui s'appelait le communisme, et je crois que vous l'avez traité avec brio autrefois. Aujourd'hui, ce repoussoir n'existe plus. Hein, il y a la liberté à l'Est, et j'ai l'impression que les sociétés occidentales, en tout cas c'est ce que je lis à travers votre film, sont livrées à eux-mêmes. Il y a une sorte d'effet miroir, mais qui du coup nous montre nos propres leaders, c'est ça? Parce qu'on n'a plus de crise. Alors les positions sont très difficiles à prendre. Il est toujours plus facile d'avoir une crise et de se positionner par rapport à elle. Alors aujourd'hui, il y a toutes des petites crises, elles ne sont pas suffisamment spectaculaires. Alors certaines d'entre elles, on les rend d'autant plus spectaculaires c'est pour nous, hein, c'est pour qu'on se sente bien, qu'on se rende utile, parce qu'on a un besoin profond de se rendre utile. Voilà.
Alors hier, le danger, c'était l'étouffement des libertés. Est-ce qu'aujourd'hui, le danger, c'est le système médiatique que vous dénoncez dans une certaine mesure? Moi, je crois beaucoup. Je crois que la médiatique, oui, surtout l'audiovisuel, il prend tellement de place dans notre vie. Chacun a chez soi un poste ou même plusieurs postes de télévision. Et là, il y a des choses à voir en longueur de journée. Je pense donc que si on glisse au-delà de la qualité, si on quitte la qualité pour aller vers le spectaculaire, vers le superficiel, je pense que quelque part c'est dangereux, ça. Et vous pensez que toute la société peut se laisser comme ça aller à cette dérive? Moi, je pense qu'il est en train d'y aller. Alors, le film parle un peu de ça, sur un ton, comme vous le disiez, ironique, parce qu'il vaut mieux d'en rire. Justement, puisque vous parlez d'humour, est-ce que cette dérive-là, est-ce que ça tient pas plus de la farce que du drame? Dire par rapport au danger que vous dénonciez dans vos autres films? Oui, c'est pas mortel quand même. Heureusement. Oui, heureusement, oui. Mais enfin, c'est quand même que parfois ça devient d'une telle gravité, vulgarité et autres, qu'il y a une manipulation quand même qui s'est faite là. Comme un personnage qui essaie de manipuler les 8 heures du soir, parce qu'il pense que ça va leur servir. Ça veut dire quoi, à l'image de Bénichou dans votre film, les maîtres les plus puissants aujourd'hui, ce ne sont pas les politiques, mais les patrons de ces empires comme ça médiatiques, qui tentent sans arrêt d'étendre leur emprise? Mais les politiques sont complètement soumis aux médias. Ils veulent tous passer d'abord à la télévision, ils regardent les courbes d'audience, et c'est leur problème permanent, à mon avis. Il y a pas... Le drame des politiques aujourd'hui, c'est les médias. C'est la petite phrase. À ce point, vous nous voyez en diable tout puissant? C'est pas un diable, non, je vois ça avec beaucoup de tendresse, parce que d'abord, je ne viendrai je ne viendrai pas chez les diables. Non, il y a des choses de qualité qui se font en télévision, mais à l'audiovisuel, et ça, je les regarde avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a des choses qui virent dans des directions qui sont un tout petit peu dangereuses. Merci Costa Gavras pour votre nouveau film, La Petite Apocalypse, donc un film sur l'ère du temps. Vicié. Vicié. Merci. On a commencé par l'amour, on finira par l'amour. Il est cette fois chanté et joué. La Traviata de Verdi, inspirée par Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, première demain au Châtelet. Gérard Dalmas. Nouvelle diva divine, les applaudissements, la scène en décideront. Giusy De Vinu, soprano d'origine sarde, chante la Traviata pour la 120e fois, mais pour la première en France. Elle a pour partenaire un ténor espagnol de 33 ans, Vicente Ombuena. Un couple de voix marié pour le meilleur, surtout l'émotion. La Traviata, c'est la Dame aux Camélias chère à Dumas qui avait, bibliquement, connu une certaine Alphonsine Plessis. Cette demi-mondaine du tout Paris attirait les papillons de nuit comme Franz Liszt, avant de mourir de tuberculose, la grande faucheuse du temps de Chateaubriand. J'ai lu et relu La Dame aux Camélias, le personnage de Dumas. J'ai beaucoup réfléchi sur les ambiances parisiennes, l'atmosphère de Paris à l'époque. J'avais donc très envie de connaître la ville, la réalité, et y venir m'apporte donc énormément. Verdi avait choisi comme premier titre Amour et mort. La Traviata l'a dévoyé, c'est l'injustice, l'exclusion, y compris par la maladie. Valse en 3 actes, péché, amour, mort. Mais un amour qui, dans le drame, reste très romantique. Et voilà, c'était la dernière note de ce journal. Le Temps, dans quelques instants, avec Laurent Romeshko. Cinéma, à 20h50, avec Charlotte Gainsbourg dans La Petite Voleuse de Claude Miller. Cinéma, à 22h50, avec Robert De Niro et Jodie Foster dans Taxi Driver de Martin Scorsese.
Information à minuit 40 avec Catherine Sellac. Musique avec F. Ruggieri à 1h. Enfin, psychanalyse, on en a besoin en ce moment avec demain à 7h50, Daniel Siboni, l'auteur du Peuple Psy, publié par Ballan. Il sera reçu par Daniel Duigou. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h, bonsoir. Une fois par mois, sur France 2, le lundi soir, état des lieux. Vous, nous et les responsables concernés, faisons le pari de trouver des solutions à vos préoccupations. Premier pari, état des lieux du logement. Oui, du logement. Sans maison, vous êtes quoi? Vous êtes rien du tout. Le drame des mal logés, le taux des crédits, le manque de logement, le prix exorbitant des appartements, autant de dossiers brûlants que nous aborderons avec l'abbé Pierre, Roger Quillot, Marie-Noëlle Lienemann, ministre du Logement, et André Santini. Vos questions dès maintenant au 45 89 25 58 ou sur Minitel 36 15 code France 2. État des lieux présenté en direct par Gilles Schneider, lundi 20h50 sur France 2. Après le forfait du numéro 10 Viking de Crépon, il n'était plus que 15 au départ du Quintet Plus de cet après-midi à Vincennes, le prix de la Marne. Venu de son sud-est, Titlis ne se laisse pas impressionner par les Parisiens et imprime à cette épreuve une allure fort soutenue, à tel point qu'elle assure toujours le commandement à l'amorce du dernier tournant. Uran Sauton, Casaque Verte, le show favori du public, entame alors sa progression après une très longue course d'attente et malgré une légère hésitation à mi-ligne droite, il ne va pas laisser passer l'occasion qui s'offre à lui de renouer avec la victoire. Lucky Tilly souffre la deuxième place à vrai lutin. Titlis, Courageuse et Timorki complétant dans cet ordre la combinaison gagnante du Quintet Plus. Les favoris ayant parfaitement rempli leur contrat, les rapports des différents jeux s'en ressentent. 276 francs pour le tiercé, 2214,40 pour le Quartet Plus et 80 600 francs pour le Quintet Plus. Alémis s'est abstenu dans ce prix Salam, compétition sous la selle pour trotteurs de 5 ans. Auvert mène dans le haut de la montée en compagnie d'April Pearl. Auvert est toujours aux commandes de la course avec sa rivale. Azur du Roncet s'est bien rapproché et vient maintenant les talonner. Mais Auvert repart et s'impose facilement. April Pearl est deuxième. La troisième place pour Amitié, Laurent Abrivard et Auvert. On a beau avoir les faveurs du public, être en pleine forme, avoir chaussé ses belles bottes en vue de ce prix de Nevers, une course, surtout au trot, reste à courir. À Granito, le favori de celle-ci, en ayant fait à ses dépens les frais, subissant constamment l'emprise du peloton. Dans ces conditions, la victoire va sourire à un outsider, Vamour l'emportant en effet devant Val-du-Clos et Visa de Valaudière, et qui plus que Vamour était qualifié pour remporter une victoire le jour de la Saint-Valentin. Handicapé de 25 mètres par rapport à ses adversaires, Ultranza, visiblement pas dans son assiette, n'a jamais pu suivre le train imprimé par les deux leaders, Vigneron de Chenu et Sahel Dulio. Ces derniers ayant ou cédé ou commu une incartade, Unurelda et Transval en profitent alors pour fausser compagnie à leurs adversaires, Unurelda prenant très vite et très nettement la mesure de son rival. Mais Michel Lenoir, son jockey, doit la soutenir jusqu'au bout pour résister à l'extraordinaire fin de course du Djamo du Hamel. Retour demain à Vincennes et mardi soir Quintet Plus en nocturne à Cagnes-sur-Mer, Quintet Plus retransmis à 20h30 dans votre journal des courses. Bonsoir. Mais qui résistera à l'air d'ameur? Mes cheveux, ils sont très délicats. Comme certaines de mes plantes. Et j'en prends le plus grand soin. Alors j'ai choisi le shampoing ultra doux des laboratoires Garnier au lait d'amande douce. Ultra doux prend soin de mes cheveux avec une infinie délicatesse. L'extrême douceur pour mes cheveux, c'est essentiel. Shampoing ultra doux au lait d'amande douce pour les cheveux délicats, garanti par les laboratoires Garnier. Attention, ce film Chambourcy est d'une volupté intolérable pour les enfants. Du délicieux chocolat battu, en une mousse si légère. Ils y goûteront bien assez tôt. Les mousses de Chambourcy. N'en parlez pas à vos enfants. Chambourcy, oh oui. Ce soir, un traiteur vous attend à la maison. Honoré Janin, traiteur,
21 savoureux plats cuisinés pour les gourmets. Honoré Janin, traiteur. Les parfums Naf Naf présentent une touche de Naf Naf. Le parfum créé par Naf Naf. Une touche de Naf Naf, ça vous change le monde. C'est la Saint-Valentin pour tous les petits cœurs comme moi. Doux, rond, tendre. Petit cœur vous souhaite une tendre Saint-Valentin. Si vous avez des maux de gorge, il y a Drill contre les maux de gorge. Et si vous avez des maux de gorge, il y a Drill contre les maux de gorge. Vous avez donc le choix entre deux médicaments, Drill et Drill contre les maux de gorge. Drill classique, Drill sans sucre. C'est vous qui voyez. Herbes surgelées Jima, j'imagine. J'imagine des salades saucisses boulades Jima, un poisson et du persil Jima, une grillade au poivre vert Jima, des légumes avec de l'ail Jima. Herbes puis surgelées J'imagine. Quand on a des journées trop remplies, on peut oublier d'appeler sa banque. Au CCF, un chargé d'accueil vous répond quand tout est fermé. En semaine jusqu'à 22 h et même le samedi. C'est tous les jours qu'on juge sa banque. CCF, Crédit Commercial de France. Mais qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat champion? C'est peut-être leur délicieux chocolat au lait ou leur couleur. Ou c'est tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Excellent projet, Duvivier. Vous savez, c'est un travail d'équipe. Si vous voulez appeler votre associé. Ah, merci. Il va être ravi. Je fais le 0 pour sortir. Duvivier et associés, ne quittez pas. Aujourd'hui, faute d'un bon équipement téléphonique, de nombreuses entreprises laissent trop d'appels sans réponse. Ah, Vivaldi. Pourtant, avec les standards numéris de France Télécom, chacun peut être joint beaucoup plus facilement. Je suis sûr qu'il va être ravi. Mais oui, certainement. Dès que votre standard vous l'aura passé. Et si vous communiquiez avec les outils d'aujourd'hui? Ah, je voulais vous remettre nos nouvelles cartes de visite. Comme vous pouvez voir, tout le monde peut être rejoint directement. Alors Vivaldi, c'est fini. Les standards numéris. Renseignez-vous au 0536 0536. Non plus, vous n'arrivez pas à choisir entre les 3 menus Best of McDonald's? Madame ne choisit pas, madame prend comme moi. Qu'est-ce qu'on prend, chérie? Les menus Best of. C'est une frite et une boisson autour d'un gros sandwich. Le meilleur de McDonald's en 3 menus. Et pour 30 francs seulement. La voix nouvelle de l'information, c'est Jean-Luc Delarue. De 7h à 9h, je serai avec les meilleurs analystes et journalistes pour essayer de vous donner la meilleure information. Europe 1, la pêche. La justice entend parfois le cri d'une femme assassinée. Si un général est le coupable, il faudra qu'il soit pendu. Ils sont 3 généraux de Hitler et l'un d'eux se mue en fanatique tueur de prostituées. Qui va pouvoir arrêter ce meurtrier sadique? Personne n'en sortira vivant. Vous approuvez un meurtre? Celui-là, sans restriction. Un sombre suspense d'Anatole Litvak. Lundi 20h45, la nuit des généraux. Omar Sharif et Peter O'Toole sur France 3. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Si vous vous inquiétez parce que l'aiguille de votre baromètre est complètement bloquée depuis environ 3 semaines, rassurez-vous, c'est complètement normal. L'anticyclone campe sur ses positions, il ne bouge pas d'un pouce et devrait se maintenir tout au long de la semaine à venir. Tout juste un léger affaissement en début de semaine qui devrait permettre l'entrée d'un front qui devrait donner quelques pluies et 2-3 flocons de neige. Rien de bien conséquent, malheureusement. Regardez ce que ça donne vu du satellite. Tout d'abord, avec l'image sur l'ensemble de l'Europe, l'anticyclone est bien centré au milieu du continent, toujours aussi puissant, mais
1035 hectopascales à peu près. Il bloque l'entrée de ces perturbations qui arrivent par l'Atlantique. Toujours des nuages bas plaqués au sol. Ce front va toutefois entrer un petit peu en donnant des plus faibles. On se rapproche de la France et on constate qu'aujourd'hui, les nuages bas sont restés assez nombreux, notamment sur les régions proches des frontières du nord-est. Toutefois, vous voyez sur le bassin parisien, sur les régions centres, toute la grisaille s'est dissipée dès la mi-journée. Le soleil l'a emporté sur pratiquement l'ensemble du pays. Encore des brouillards aujourd'hui qui ont persisté dans la vallée de la Saône. Pour demain matin, au lever du jour, les brouillards seront une fois de plus assez nombreux. À la mi-journée, eh bien, nous retrouverons tous ces nuages bas sur les régions situées au nord de la Loire, avec en plus l'entrée de ce front qui va entrer faiblement par le nord-ouest, avec quelques bruines sur la Bretagne, la Normandie ainsi que le nord et la Picardie. Du soleil en altitude au-delà de 800 mètres. Et puis sur toute la moitié sud, ce sera du grand soleil. Encore des brouillards sur la Bourgogne, dans la vallée de la Saône. Et puis un Mistral et une tramontane qui devraient se lever demain. Les températures prévues au lever du jour, sur la moitié nord, elles s'échelonneront de -2 degrés à Nancy à 4 degrés à Brest. Et sur la moitié sud, de -2 dans l'Isère, -1 à Lyon ainsi qu'à Clermont-Ferrand. Le maximum est prévu sur Biarritz avec 7 degrés. L'après-midi, voici les valeurs qui seront affichées sur vos thermomètres. De 1 à 10 degrés sur la moitié nord et sur la moitié sud. Le mercure indiquera de 4 à 15 degrés à Biarritz, Nice ainsi que Bastia et Ajaccio. Pour l'ensemble de la semaine à venir, lundi, je n'y reviens pas. Pour mardi, une aggravation nuageuse se produira par le nord avec des pluies faibles et quelques flocons de neige, vraiment quelques flocons de neige sur les Vosges et le Jura à partir de 800 mètres sur l'extrême sud. C'est le soleil qui l'emportera. Toujours du Mistral et de la tramontane, des températures stables. Mercredi, le champ de pression va baisser, le ciel sera couvert avec des pluies faibles et quelques flocons de neige sur les Alpes à partir de 1200 mètres, sur les Pyrénées 1500 mètres et sur les Vosges et le Jura à partir de 800 mètres. Les températures seront en baisse. Jeudi, retour de ces fameuses conditions anticycloniques avec de la grisaille au nord et du soleil au sud. Vous connaissez le refrain, des températures qui seront en baisse. Et puis vendredi, un ciel qui sera très nuageux sur un grand quart nord-ouest. Partout ailleurs, ce sera du soleil avec des températures en hausse. Le clin d'œil de la météo. Nous sommes le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et c'est un clin d'œil qui s'adresse à la plupart d'entre vous, c'est-à-dire à tous les amoureux. Et j'ai le plaisir de vous présenter un cadeau, un clin d'œil offert par la Patrouille de France. Cette Patrouille de France, vous la découvrez avec son leader, le commandant Conan. Je rappelle que la Patrouille de France est une unité de l'armée de l'air qui est basée à Salon-de-Provence. Et pour la Saint-Valentin, eh bien, ils ont dessiné un grand cœur dans le ciel, le plus grand cœur du monde. Vous voyez, il est en train de se constituer sous vos yeux, sans oublier la petite flèche qui va traverser ce cœur. Voilà. C'est le cadeau de la Saint-Valentin de la part de la Patrouille de France. La Patrouille de France qui présentera sa nouvelle exhibition le 21 avril à Salon-de-Provence. Et cette année, le parrain, ce sera le prince Albert de Monaco. Merci à eux pour cette très belle image. On termine avec l'éphéméride. Demain, nous serons le lundi 15 février. Vous fêterez les Claudes. Le soleil va se lever à 8h01 et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 7h-5 demain dans Télématin aux côtés de William Lémergie. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, à demain. Darty, le contrat de confiance. RFM présente. Osez Joséphine, l'album de Bachot. Madame Rêve d'artifice. 5 nominations aux victoires de la musique. Volés partent en fumée, sous les soleils qui s'ignorent. Osez, Bachot. Hé, monsieur, avec l'échec que vous avez gagné sur 3615 Crésus, il y avait peut-être mieux à faire. 3615 Crésus. Pour se sentir bien, un chat doit être propre. C'est pourquoi les chats préfèrent la litière Katsan. Chaque grain de Katsan absorbe le liquide comme une éponge et retient les odeurs, garantissant ainsi une hygiène unique. Pour absorber les odeurs avant leur apparition, Katsan. Pim's, il y a 20 ans que je connais, que je cherche d'où vient son goût si unique. Et la semaine dernière, tout à coup, le déclic. Il fallait lire Pim's à l'envers. Suite, ce qui, en vieux gallois, signifie à peu de choses près tatin. Pim's, son secret dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits.
France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Il n'est pas arrivé sur Terre par accident. Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Daryl. Ce n'est qu'un petit garçon de chair et de sang. Qui est-il vraiment? Merde alors, c'est un robot? Êtes-vous prête à détruire ce prototype, Dr. Lang? Daryl, un génie expérimental, tente d'échapper à ceux qui l'ont programmé. Daryl, mais où tu es? De toute façon, tu ne me croirais pas. Daryl, un conte magique de science-fiction, mardi 20h50 sur France 2. Bonsoir, 3 mots pour décliner l'actualité de cette journée. Juteux, rejeté, héroïque. Contrat en effet juteux pour la France qui vend 436 chars de combat aux Émirats Arabes Unis. Au Togo, le président Eyadema rejeté par ses compatriotes qui ont choisi de résister ou de s'exiler. Et puis un drame qui finit bien grâce au geste héroïque de Sabrina, une adolescente de 12 ans qui a sauvé 3 enfants d'un appartement en flammes. Après de longues négociations, la France est assurée de vendre aux Émirats 436 chars de combat, un succès commercial et technologique face à la forte concurrence américaine et britannique. Nicolas Vinclair. Pierre Jox a aujourd'hui d'excellentes raisons pour sourire. C'est un contrat en or qu'il a décroché à Abu Dhabi où se tenait ce week-end le plus important salon d'armement au Moyen-Orient. La partie était pourtant loin d'être gagnée il y a quelques semaines. La France devait en effet faire face à 2 importants concurrents, les Anglais et les Américains. Ce matin, le ministre de la Défense des Émirats tranchait enfin. Les Émirats Arabes Unis ont décidé de se porter acquéreurs pour leurs forces armées de 436 chars Leclerc fabriqués en France par le GIAT. 436 chars Leclerc, cela représente pas moins de 3,5 milliards de dollars, près de 20 milliards de nos francs. Un succès donc pour les constructeurs français de GIAT Industrie, une nouvelle qui rassure les employés des usines de Tarbes et de Roanne. Le char Leclerc, que vous voyez ici, c'est un monstre de 53 tonnes, capable de rouler à plus de 70 km/h. Bourré d'électronique, il peut tirer en marche de jour comme de nuit. Son canon de 120 mm peut viser et atteindre avec une extrême précision 6 cibles en une seule minute. C'est donc une arme de guerre redoutablement meurtrière que les Français s'apprêtent à livrer dès la fin de l'année 1994. Et puisque les bons comptes font les bons amis, les Émirats ont exigé de la France qu'elle réinvestisse 60% du montant du contrat dans des projets de développement économique. Un sacrifice très librement consenti par la France qui espère bien supplanter ainsi définitivement ses concurrents anglais et américains. Oui, réaction à cette commande de Dominique Voynet, porte-parole des Verts, qui regrette que moins de 2 ans après la fin de la guerre du Golfe, les affirmations d'alors qui prévoyaient de moraliser les exportations d'armes vers l'étranger, notamment vers des pays qui ne respectent pas les plus élémentaires droits de l'homme, se trouvent une fois de plus bafouées. De retour des Émirats, Pierre Jox, le ministre de la Défense, s'arrêtera en Somalie demain pour rendre visite aux militaires français de l'opération Rendre l'espoir. Bernard Kouchner, de nouveau sur le terrain, à Sarajevo. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le président bosniaque. Le but principal de sa visite, échanger des prisonniers bosniaques contre des prisonniers serbes et rendre de nouveau possible la distribution de l'aide alimentaire dans toute la Bosnie. Florence Mavic. Parti la nuit dernière de Belgrade, ce convoi du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, n'aura pas été bien loin. Les 10 camions veulent ravitailler l'enclave de Serska, dans la région de Zvornik, à l'est de la Bosnie. Des villages affamés sont isolés du reste du monde par les Serbes. Ces derniers ont arrêté le convoi, indiquant qu'on ne les avait pas prévenus à l'avance et que la région n'était pas sûre à cause des combats. Le convoi, escorté par des casques bleus, s'est replié dans la ville de Loznica, en Serbie. Une nouvelle tentative est prévue demain. Le porte-parole du HCR, José Maria Mendiluce, a expliqué que les Serbes avaient été mis au courant. Il a même rencontré aujourd'hui leur leader, Radovan Karadzic. Celui-ci a déclaré qu'il allait de l'intérêt serbe de laisser passer les convois à condition que les combats s'arrêtent au passage des camions. Apparemment, ces paroles n'atteignent guère les combattants sur le terrain. L'arrêt du convoi humanitaire ne rend pas non plus espoir aux habitants de Sarajevo. Eux non plus ne sont pas ravitaillés. En effet, le conseil municipal bosniaque exige que les populations de l'est de la Bosnie soient secourues avant de reprendre la distribution.
Chaque camp s'applique avec un soin maniaque à faire du problème bosniaque un nœud inextricable. La France essaie de démêler un fil. Bernard Kouchner tente de fléchir le président bosniaque Izetbegovic dans les salons lambrissés de la présidence. Dehors, les étals du marché sont vides. Ce matin, il fallait être sacrément optimiste pour espérer remplir son panier. Alors que l'aide est entreposée près de l'aéroport, les frigos restent désespérément vides. L'armée israélienne a tué un jeune arabe lors d'affrontements avec des lycéens en Cisjordanie. Dans la bande de Gaza, 10 autres Palestiniens ont été blessés par balles. La situation des 400 Palestiniens expulsés par Israël est toujours dans l'impasse. En revanche, un Palestinien banni par Israël en 1970 vient enfin d'avoir l'autorisation de rentrer chez lui. Loïc Arzou. 23 ans, presque la moitié de sa vie, c'est ce que ce Palestinien a dû attendre avant de pouvoir revenir chez lui, parmi les siens, en Cisjordanie occupée. Majed Zakharé, soupçonné d'appartenir au Fatah, le principal courant de l'OLP, fut l'un des premiers Palestiniens expulsés par Israël. Pour revenir de Jordanie, ce proscrit aura dû batailler plus de 7 ans devant les tribunaux militaires et attendre de voir Israël abolir les textes de loi assimilant l'OLP à un groupe terroriste. Ironie de l'histoire, le jour même de son retour, les tractations reprenaient de plus belle aux Nations Unies pour les quelques 400 Palestiniens du Hamas bannis le 17 décembre dernier. Les Togolais continuent de fuir leur pays par dizaines de milliers. Ils se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le président du Bénin lance un appel à l'aide internationale. À Lomé, la capitale togolaise, la population résiste comme elle peut au régime du président Eyadema. Éric Meunier. Il faut chercher longtemps pour trouver les Togolais au travail aujourd'hui à Lomé. Et si ces pêcheurs bravent les consignes de grève générale lancées par l'opposition voilà déjà 13 semaines, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais il faut bien nourrir les grévistes, ceux qui n'ont trouvé que ce moyen pour s'opposer au général Eyadema. Que Eyadema démissionne, que le Togo soit calme. C'est ça. Si Eyadema ne veut pas démissionner, on ne veut pas travailler encore au Togo. À Bay, seuls les vendeurs à la sauvette n'ont pas plié leurs étalages. La pénurie, mais aussi la peur des représailles, a vidé ce quartier, l'un des plus favorables à l'opposition. Jean Benoît, comme beaucoup d'autres, a mis toute sa famille à l'abri, au Ghana voisin. Lui continue la grève aussi longtemps qu'il le pourra. Il y a ça encore qui reste. En plus ça, il y a encore certains petits poissons frits qui pourront m'aider. Et ça, ça peut aller au moins 2 semaines. Quelques stations essence ont été réquisitionnées par les militaires. Mais la plupart, elles aussi restent fermées. Si voitures et cyclos continuent à rouler, c'est grâce au carburant acheté au Nigeria en contrebande. Grève aussi chez les éboueurs. Lomé se transforme peu à peu en une gigantesque décharge publique. À la gare, seuls 20% des trains assurent un service minimum. Là encore, ce sont des familles qui s'en vont, qui montent vers le nord, retournent au village. Ils fuient la capitale, paralysés par la grève, lassés d'avoir peur. C'est une désespoir totale. Oui, si vous voulez aider le Togo, vous pouvez contacter cette association de Togolais vivant en France. Tous pour le Togo, c'est le nom de l'association. 4 allées Antonin Artaud, 93 420 Villepinte. Et puis le numéro aussi du CCP va s'inscrire. Il s'agit du numéro 5962 25B à Paris. L'Iran confirme la fatwa prononcée il y a 4 ans contre Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques accusé de blasphème par l'ayatollah Khomeini. L'écrivain vit comme un homme traqué en Angleterre, sous permanente surveillance policière. Les autorités iraniennes appellent le gouvernement britannique à livrer Rushdie aux musulmans pour qu'il soit puni. Le temps, disent-ils, n'effacera rien. Pour terminer avec l'étranger, massacre de la Saint-Valentin, cela s'est passé à New York. 6 personnes ont été retrouvées mortes dans un appartement dans le quartier du Bronx. Il s'agit d'hispaniques retrouvés face contre terre avec des balles dans la tête. On ne sait rien de plus pour le moment. En politique, à noter 2 déclarations, des déclarations du week-end. La première vient de Pierre Bérégovoy. À Nevers, le Premier ministre a accusé l'opposition RPR-UDF de faire des promesses intenables. Écoutez-le.
Ceux qui nous reprochaient en 81 et 82 certaines imprudences économiques et en particulier les dévaluations qui étaient la conséquence de l'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui sont prêts à faire bien pire que ce que nous avons fait en promettant qu'ils raseront gratis s'ils arrivent au pouvoir. Alors là, ils vont entraîner des désillusions et des déceptions dont le corps social ne se remettra pas si on devait les écouter. Et puis à l'heure de vérité sur notre chaîne, sur France 2, le centriste Jacques Baroul s'est déclaré favorable à une élection présidentielle anticipée. Ce que je souhaite, c'est que le président de la République lui-même, respectant l'esprit de la Constitution, se pose la question de savoir s'il doit renoncer, s'il doit reconsulter les Français d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il ne peut pas ne pas prendre acte d'une très forte volonté nouvelle du pays. Parce que c'est ça la Ve République, c'est que le président puise son pouvoir, son autorité, sa légitimité du peuple. Et que si ce peuple change d'avis, le président de la République ne peut pas ne pas en tenir compte. Vous auriez préféré qu'il y ait une élection présidentielle finalement à la fin du mois de mars? C'est préférable pour la France, c'est sûr. En bref, l'actualité sociale de cette semaine sera dominée par l'ouverture demain d'une première table ronde sur les retraites réunissant le Premier ministre et les partenaires sociaux, puis mercredi par la grève dans l'ensemble des postes de Paris. Ça n'arrive pas qu'à la télévision. Par son courage et son sang-froid, une adolescente de 12 ans, Sabrina, a sauvé 3 enfants d'un incendie. Grâce à sa présence d'esprit, ils sont sains et saufs. Le récit de Christophe Tortora. Lorsqu'elle aura quitté son lit d'hôpital, Sabrina pourra le raconter à ses camarades de classe au cours d'une leçon de courage. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convecteur électrique provoque un incendie au 2e étage de cet immeuble de Voiron. Pour sauver 3 enfants, âgés de 8 mois, 18 mois et 4 ans, Sabrina les jette sur un matelas installé dans la rue par des voisins avant de sauter. S'il n'y aurait pas eu moi, ça aurait tous passé. Puis s'il y aurait eu quelqu'un d'autre, je crois que moi aussi ils auraient fait ça. Il y avait trop de feu, alors ils m'ont fait sauter, et puis j'ai fait sauter les 3 gamins. Et les parents, pendant ce temps-là, ils étaient où? En bas, en train d'appeler au secours. Et moi, j'étais avec les 3 gamins en haut, toute seule. Et moi, je suis brûlée à l'épaule, aux mains et aux fesses. Sabrina devra rester plusieurs jours à l'hôpital de Voiron. Le Conseil régional du Pas-de-Calais, présidé par les Verts, a décidé de ne plus subventionner l'enduro du Touquet en raison des conséquences de l'épreuve moto sur le milieu naturel. Et cela n'a pas empêché la course pourtant de prendre le départ aujourd'hui. 2 Belges ont pris les 2 premières places. Laurent-Frédéric Bollet. L'enduro du Touquet, ce n'est pas qu'une histoire de sable et de dunes. Avant le départ, c'est d'abord cette impressionnante procession, 728 motos, qui rejoignent la plage pour s'élancer devant 300 000 spectateurs. Un circuit de 16,5 km à parcourir durant 3 heures, un mélange éprouvant entre la vitesse pure et des difficultés techniques où l'enlisement menace à chaque instant. Le fameux passage du Goulet est là pour le prouver. En tête pendant la majorité de l'épreuve, le Hollandais Van Ries abandonne dans le dernier tour en torse à la cheville. C'est alors le Belge Georges Jobé qui prend le commandement. Il reste 5 minutes de course, pas plus, et c'est alors la faute, l'accrochage, la chute. Georges Jobé qui perd à ce moment-là toutes ses chances. Malheureux Jobé et heureux Germain Delépine, un autre Belge, qui remporte finalement cette 18e édition de la Ronde du Touquet. À l'arrivée, Jobé a le visage marqué, mais il a réussi à conserver sa 2e place. Doublé belge donc, et doublé Honda. Premier français, David Oquier, 4e. Bravo les vainqueurs. Pour terminer cette sélection de livres, ce sont les petits nouveaux de l'éditeur Futuropolis. Tout d'abord cet ABC de Mills Iman, des dessins d'une facture tout à fait superbe, presque sans légende. C'est donc l'édition Futuropolis et ça c'est vraiment, je crois, un très très beau livre. Il y a très très peu de texte, mais il y a des images tout à fait, et surtout des dessins tout à fait remarquables. Et puis 2 BD
Alors l'une a pour titre Carla, c'est un personnage de femme tout à fait mystérieux, toujours habillé de cuir, elle est chauffeur de taxi. Les auteurs c'est Jacques Lot, décédé d'ailleurs depuis la parution de ce livre, et Edmond Baudouin. Et puis un autre livre, toujours aux éditions Futuropolis, Sans rancœur, c'est le titre, par Chauzy, tout en noir et blanc, un univers tout à fait particulier. Voilà, c'était nos coups de cœur. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko avec de la grisaille au nord, du soleil au sud, c'est ce qu'il vous dira tout à l'heure, suivi de musique au cœur d'Ève Ruggieri. Bonne fin de soirée, puis premier rendez-vous avec l'actualité dans Télématin dès 6h30. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne nuit à tous. Durant cette journée de lundi, l'anticyclone devra accuser une très légère baisse sur le nord-ouest et devrait laisser entrer quelques nuages qui donneront quelques pluies, mais très faibles. Regardez ce que prévoit Météo France pour le milieu de cette journée de lundi. Au lever du jour, les brouillards seront une fois de plus assez nombreux et dès la mi-journée, quelques pluies affecteront la Bretagne, la Normandie, le nord, la Picardie. Ce seront quelques bruines très locales, très faibles. Partout ailleurs sur la moitié nord, le ciel sera bien chargé avec toujours du soleil en altitude à partir de 800 mètres. Un ciel voilé dans la vallée de la Loire ainsi que sur le Limousin. Et toujours des brouillards persistants sur la Bourgogne, dans la vallée de la Saône, sur toute la moitié sud. Là, le soleil l'emportera très largement avec un Mistral et une tramontane qui souffleront aux alentours de 40-50 km à l'heure. Les températures au lever du jour, elles s'échelonneront sur la moitié nord de -2 à 4 degrés et sur la moitié sud de -2 degrés à Grenoble. Le maximum dès le début de la matinée sera réservé pour Biarritz avec 7 degrés et en général 2 à 6 tout autour de la Méditerranée. L'après-midi, voici les valeurs prévues par Météo France, de 1 à 10 degrés sur la moitié nord et sur la moitié sud. On pourra enregistrer de 4 degrés à Lyon où il y aura encore des brouillards persistants et le maximum est prévu sur la Corse avec 15 degrés ainsi que Nice et Biarritz. On termine avec l'éphéméride. Aujourd'hui nous sommes le lundi 15 février. Nous commençons la semaine en fêtant l'éclode. Le soleil va se lever à 8h01. Je vous souhaite de passer une très belle nuit sur France 2. À plus tard. Darty, le contrat de confiance. Herbes surgelées Jima, j'imagine. J'imagine des salades saucisses boulades Jima, un poisson et du persil Jima, une grillade au poivre vert Jima, des légumes avec de l'ail Jima. Herbes puis surgelées Jima, j'imagine. Les sondes spatiales qui ont exploré Mars n'y ont pas trouvé la moindre trace de martiens. En revanche, elles nous ont révélé de nouveaux mystères. Ces lits de rivières desséchées prouvent qu'autrefois, l'eau coulait en abondance à la surface de la planète rouge. D'où venait cette eau? Où est-elle passée? N'a-t-elle pas favorisé le développement d'une vie martienne? De nouvelles expéditions plus étonnantes se préparent qui iront chercher la clé de ces énigmes. Les nouveaux mystères de Mars présentés par François de Closet. Savoir plus, lundi à 22h25 sur France 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 4e et dernier hommage rendu à la personnalité de François Reichenbach, qui, vous le savez sans doute, nous a quittés il y aura 15 jours. Pourquoi pas rubis? Pourquoi pas diamant? Johanna Westrop avait une broche en diamant au procès. Pourquoi n'a-t-il pas pensé que la broche était en diamant? Qui c'est cette fille? C'est la fiancée de Clifford Gillette. Il n'avait aucune raison de parler d'une broche en or, sauf s'il savait qu'elle était en or. Si le saut aux conclusions était une discipline olympique, tu serais sur la plus haute marche. Ma chérie. On en a déjà discuté, c'est terminé, fin de chantier. Je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point ça doit être dur pour Scoggins d'être en prison. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Eh bien, essaie de penser à quel point c'est dur pour nous. Arrête un peu, t'es pas un détective. Hé, tu es ma femme. Et la mère d'une ravissante poupée. Chérie, ne nous laisse pas tomber. Je t'aime.
Vous êtes la première personne qui m'invite à entrer. Oh, les gens du quartier sont charmants en général, mais depuis que Monsieur Scoggins a fait ce qu'il a fait, ils font un peu attention. Dire que c'était un homme si charmant, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait fait une chose pareille. Oui. Eh bien, si vous... Bien. Non, pourquoi m'avez-vous dit que vous faisiez ça déjà? C'est pour mon département. Ils me disent jamais pourquoi. Moi, j'ai marqué un... Oh, excusez-moi. Mon chéri, c'est Madame Evanson. Elle essaie de retrouver une voiture volée, je crois. En vérité, il s'agirait plus pour son département. Ils lui disent jamais pourquoi. Hé, je l'ai déjà vue. Tu reconnais la voiture? Oui, c'est une Mercedes 450 SL. Il y en avait une de la même couleur dans la rue de temps en temps. Mais plus maintenant. Tu te souviens quand précisément? Ça fait un bon moment. Elle était là la nuit du meurtre? J'en sais rien. C'était lui qui conduisait. J'ai jamais vu celui qui conduisait. Elle était juste garée là le soir de temps en temps. Je crois que les babysitters, on a assez de nous. Et moi, je commence à en avoir assez de toi. Tu avais promis d'être rentré pour 5 heures. Je suis navrée, mon chéri, j'ai été retenue. Où étais-tu passé d'abord? Je vérifiais des choses. Ah, tu vérifiais des choses. J'ai donné à manger à la petite, je lui ai donné son bain, je l'ai couchée comme si j'étais sa mère. Et alors, tu es son père, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que j'ai pas épousé Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? T'as bien entendu. C'est bien plus important que de faire la popote ou de changer un bébé. Scoggins ne l'a pas tué. C'est ce que tu dis sur tous les tons, mais les flics, le procureur et 11 jurés raisonnablement intelligents disent qu'il l'a fait. Alors qu'est-ce qui te rend si maligne tout à coup? Tu sais même pas faire un puzzle. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis désolée. Je vais nous faire quelque chose à manger. J'ai plus faim. Alors si j'ai bien compris, Clifford Gillette était l'amant de Gloria Scoggins et c'est lui qui l'a tuée. Oui, c'est exactement ça. Je m'excuse pour la petite, j'ai pas trouvé de babysitter aujourd'hui. Non, c'est rien, elle est très belle. Merci. Vous ne pourriez pas lui prêter quelque chose? Un objet brillant, mais surtout pas pointu. Tenez, donnez-lui ça. Ah, merci. Bal? Madame Hopkins, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une menace. D'abord, vous me fichez en l'air un dossier en béton et maintenant, vous venez diffamer un respectable citoyen. Je vais vous rendre un bien grand service que vous ne méritez pas, en rayant de ma mémoire ce que je viens d'entendre. Mais enfin, et mes preuves? Vos preuves? La deuxième serrure sur la porte? Vous dites qu'elle ne figure pas dans les minutes. Très bien, je vous accorde que c'est la preuve que vous savez lire. Mais qui vous dit que dans les journaux, on n'en a pas parlé, ou même à la télévision? Vous avez vérifié les anciens numéros, regardé des cassettes vidéo? Pareil pour le grain de beauté? Je vous parie mon ensemble que Gillette a bel et bien regardé les photos. Personne ne peut s'empêcher de le faire. Mais la broche? Oui. Réfléchissez une minute. Qui donc prétend qu'il y avait une broche, à part Scoggins? La police ne l'a pas trouvée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais existé ailleurs que dans sa tête. La voiture dans la rue? Avez-vous la moindre idée du nombre de Mercedes qu'il y a dans cette ville? Savez-vous seulement si Gillette possédait cette voiture au moment du meurtre? Les cicatrices sur les articulations de ses mains, on ne s'en fait pas uniquement en fracassant des dents. Tiens, mon trésor. En décoissant un tiroir, en jardinant, en bricolant sa voiture, tout le monde peut avoir les mains écorchées. Oui, mon mari en a aussi sur les articulations. Et vous avez encore toutes vos dents. C'est pas un homme, c'est un saint, ce gars-là. Je veux l'assassin de Gloria autant que vous. Probablement plus. Et je l'avais trouvé. Retournez à votre mari et laissez-moi mon affaire. Si vous permettez, je suis en retard. Alice, 1 minute. Rendez-la lui, je lui donne. Et adieu. Alamy n'est toujours pas arrivée.
Madame Evanson. Adieu, madame. Que vous faut-il pour être convaincue? Plus que ce que vous n'avez. Si je pouvais prouver que Gillette connaissait Gloria Scoggins. Si vous pouviez le prouver, je m'occuperais de lui, c'est mon travail. Je ne l'ai pas tué, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Je sais. Je veux vous aider de toutes mes forces. Comment? Je ne sais pas trop encore. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Allons, un peu de calme, soyez raisonnable. Qu'est-ce que vous risquez? Vous avez dit que votre femme avait un bijou que vous ne lui aviez pas donné, une broche. Ouais, une babiole tout droit sortie d'une bijouterie fantaisie. En quoi était-elle en or? Elle en avait l'air. Vous ne l'avez jamais dit au procès. Et alors? Personne n'y croyait. Ça changeait quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quel magasin elle provenait? Elle venait d'une fichue bijouterie fantaisie. Laquelle, je sais pas. Vous vous souvenez ce qu'elle représentait? Peut-être un papillon ou un cœur? Un oiseau. Non. Non, c'était pas un oiseau, mais... C'était bizarre. La tête de cette fichue bestiole était bien un oiseau, mais pas la deuxième moitié. On aurait dit le corps d'un animal. Est-ce que je peux Je vous en prie. Vous pouvez me la dessiner? Non. Je la reconnaîtrais si je la voyais. Mon avocat m'a dit que vous vous démeniez comme un diable pour m'aider. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste ce qu'ils vous ont fait. Et je déteste l'injustice. 1 minute! J'arrive! Je peux vous parler? Quel âge a-t-elle? Elle est superbe. 18 mois.